Bienvenue sur En Vrai, le podcast signé Coca où l'on aborde des sujets dont tout le monde parle, ou pas encore, et où chacun partage sa vérité parce qu'on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la deuxième saison de En Vrai, un épisode consacré au soutien caritatif. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Coca, depuis maintenant plusieurs années, soutient ponctuellement des associations ou des actions en marge de toutes les offres que vous avez l'habitude de voir. Et puis, on s'est dit que c'était l'occasion d'y consacrer un épisode pour voir un peu les coulisses, comment ça se monte, ce genre d'opération, les raisons, en fait, de ce lancement d'activité. Et puis, voilà, du coup, on va présenter les intervenantes et intervenants du podcast d'aujourd'hui. Tout d'abord, on a Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. De Zoé for Life. On a aussi Fabrice. Bonjour. De Caritas. Et puis Pascal Meyer de Coca. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venus pour échanger sur ce sujet. Et puis, vous, auditeurs et auditrices qui nous suivez, n'oubliez pas de commenter, partager, parce que c'est important, et puis parce qu'on le fait essentiellement pour pouvoir échanger sur notre activité et nos projets. On va commencer tout de suite avec le nœud du sujet. Pascal, pourquoi Coca a lancé tout d'un coup des activités caritatives ? C'est simple, c'est pour se donner bonne conscience. Je veux dire, on est très visible et puis on s'est dit, pour se donner bonne conscience, faisons semblant de soutenir des projets caritatifs. Non, je pense que la question est tout à fait pertinente dans le sens où je pense que déjà d'une part, chez Coca, au sein de Coca, que ce soit me concernant, que ce soit concernant les autres loutres qui travaillent chez Coca, on est sensible à plusieurs causes. Et puis, on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment hyper au taquet. Et cette communauté, elle nous suit sur plein de projets. Donc ça nous semblait logique de se dire, attends, il y a des causes qui nous touchent, il y a des causes qui sont hyper pertinentes, qu'on aimerait bien mettre en avant. Donc on s'est dit que c'était bien de passer à l'acte. Donc on avait, je me rappelle à l'époque, commencé avec quelques associations, dont une des premières, c'était Zoé for Life, avec qui on avait aussi fait quelque chose de très sympa et très émouvant il y a de ça quelques années. Et après ça, on a vu qu'il y avait une certaine traction de la part de la communauté pour ça. Et puis, on a, alors je ne sais pas si c'est peut-être dans tes questions, mais on a développé vraiment cette chose de manière plus récurrente sur ces derniers, je dirais, 12-18 mois. On avait fait un grand shift il y a quelques années en se disant, mais ce qui serait cool, c'est qu'on voit qu'il y a une période de l'année, justement au mois de novembre, où il y a ce fameux Black Friday, où les gens ont une frénésie d'achat. On s'est dit, ça serait cool de pouvoir prendre le contre-pied, et puis que cette frénésie, en fait, finalement, on puisse l'utiliser, qu'on puisse utiliser cette frénésie, cette énergie de vouloir acheter, pour pouvoir utiliser cette même frénésie et cette même motivation pour pouvoir soutenir des causes qui nous parlent. Et puis, on a commencé ça il y a quelques années en faisant le Solidarité. Et je dois dire qu'on est quand même hyper fiers de voir que la communauté les répond super présente. Et de voir qu'en fait, les gens, ils ne sont pas juste là sur Internet pour acheter des babioles et puis des trucs qu'ils n'utilisent peut-être pas, mais ils sont aussi là pour soutenir les gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et je pense que c'est le devoir aussi de Coca, et c'est aussi dans nos valeurs, de vouloir dire, on doit, et je pense qu'aussi à l'interne, les gens sont aussi contents de ça, mais on doit pouvoir suivre cet instinct-là qui est de pouvoir utiliser notre communauté pour des choses positives, avec un impact positif. Et puis ça, c'est une des raisons. Parfait, du coup, Nathalie, je me tourne vers toi vu que Zoé for Life a été citée. Peut-être avant de commencer, en quelques mots, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire et l'action actuelle de Zoé for Life ? Alors, Zoé for Life a été créée en mai 2013 par mon mari, moi-même et un groupe d'amis lorsque notre fille Zoé rechutait d'un cancer pour la énième fois, un cancer contre lequel elle se battait depuis sa naissance. Et puis, on envisageait un traitement à l'étranger pour le dernier traitement qu'on espérait pouvoir lui offrir pour la guérir. Et c'est là que notre entourage s'est mobilisé avec nous en créant cette association, pas pour couvrir les frais médicaux qui auraient été couverts par les assurances, mais vraiment pour nous aider, nous, en vue de traitement à l'étranger. On parlait quand même de 6 à 9 mois à l'étranger sans rentrer. Voilà, ça impacte quand même considérablement la vie de famille, la vie de professionnels. Et puis, l'association a vite pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On s'est fait vite connaître. Et puis, malheureusement, la maladie a progressé rapidement et on n'a pas pu partir faire ce dernier traitement pour Zoé.
Et après le décès de Zoé, on a décidé de poursuivre les activités. Et aujourd'hui, on poursuit vraiment 4 buts. On a, brièvement, on a un soutien financier pour toutes les familles ici en Suisse romande qui font face au cancer de leurs enfants et de leurs adolescents, donc jusqu'à l'âge de 19 ans. Et puis ensuite, on a plusieurs projets pour les enfants pour améliorer leur quotidien pendant les traitements, mais aussi après les traitements. Et là, on est dans une nouvelle phase où on se rend compte que les 19-25 ans ont besoin aussi de soutien différent. Donc, on est en train d'adapter aussi ce soutien pour ces catégories d'âge-là. Après, on a plusieurs partenariats avec les hôpitaux en Suisse pour soutenir des projets de recherche, des études. Et la dernière chose, c'est la sensibilisation, c'est faire parler du cancer de l'enfant. On a toujours des gros événements qu'on organise pour récolter des fonds. On essaye de toucher un peu un tout public. Et puis vous êtes combien au sein de l'association? Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler, c'est le nom, les gens qui se cachent derrière en fait le nom d'une association, d'une fondation. Vous êtes combien maintenant? Alors on est 7 personnes au comité exécutif qui sont donc des personnes bénévoles, et puis on est 2 salariés pour un 160%, bientôt 180. Bon, ça c'est sur le papier parce qu'on on compte pas nos heures, on est aussi très motivés, on est des personnes qui avons vécu. L'autre personne qui travaille avec moi est une personne qui a aussi vécu le cancer de son enfant, donc quand ça nous touche personnellement, je pense que on sait aussi, c'est plus qu'un travail, c'est, je dirais presque une vocation. Donc on est peu. Après, on a la chance quand même d'avoir aussi beaucoup de bénévoles qui nous soutiennent dans nos actions, parce que organiser un événement, dernièrement on a organisé une course solidaire, on a eu l'incroyable chance d'avoir plus de 500 participants pour la première édition. Sans bénévoles, c'est impossible. Donc là, on est quand même ravis de les avoir, et je les remercie au passage de leur présence à nos côtés. Bravo à eux, bravo à eux. Et du coup, pour revenir à l'action de cette action caritative que Coca avait menée en partenariat avec l'association, comment ça s'est passé en fait, la rencontre? Est-ce que c'était... Alors c'est vraiment, autant on peut avoir du souvenir comme ça qui s'estompe, mais là ça c'était vraiment un moment très très précis, je m'en souviens parfaitement. On avait appris l'échec des traitements et de Zoé, donc les médecins nous ont clairement dit, c'est pour la partie un peu moins drôle de l'histoire, mais je pense que c'est important de le dire, les médecins nous avaient dit que si elle avait un rêve, il fallait y aller et puis il ne fallait pas traîner. Et c'est vrai qu'on avait acheté au supermarché, j'avais acheté ces CD qu'elle regardait en boucle, c'était le multipack avec Sauver Willy et puis Winter, l'histoire d'un dauphin en Floride qui a été sauvé, qui est une histoire vraie, un peu enjolivée pour le film, mais un dauphin qui existe vraiment. Et c'était son rêve d'aller le voir. Et on s'est dit, les médecins nous ont vraiment encouragés à aller. On s'est dit, c'est la Floride, c'est pas juste là, quelque part en Europe. Donc on a couru faire des passeports, c'était la course contre la montre. Et on était tous réunis chez nous. Et là, j'ai le téléphone d'une amie qui m'appelle et qui me parle de Coca, qui veut faire une action pour nous. Et moi, je n'ai même pas réalisé de quoi vraiment elle parlait. J'ai dit oui, vas-y. Enfin, en gros, au point où on est, de toute façon, allons-y, acceptons le soutien de tout le monde. Et tout ça s'est mis en place pendant que nous, on organisait ce voyage et on est partis aux États-Unis, en Floride. Et sur place, je suivais un peu le compte à rebours. Alors, la santé de Zoé s'est rapidement dégradée. Et 2 jours après avoir vu Winter, elle est décédée là-bas. Mais je crois que le 3e jour qu'on était sur place, j'avais des échanges justement avec l'équipe qui était restée ici, en l'occurrence Séverine et Nicole, qui, je pense, n'ont pas dormi pendant toute cette période-là et qui me tenaient informée, qui étaient connectés sur le site pour voir ce qui se passait, parce que ça a été quelque chose, nous, on était dans un autre monde, mais vraiment, on n'en revenait pas. C'était vraiment... et c'était 100 000 francs qui ont été récoltés. Donc c'était beaucoup d'émotions. Et nous, on était là-bas, à l'autre bout du monde. C'était c'était émouvant. Mais c'était une belle histoire. Et j'ai envie de dire aussi que cet argent, bien sûr qu'on a l'association, la fondation Make-A-Wish qui nous a beaucoup aidés pour partir aussi réaliser ce rêve, parce que sur place, ils ont quand même des infrastructures, des bénévoles qui nous ont aidés. On allait quand même tous les 2 jours à l'hôpital, donc beaucoup de frais, taxis et autres. Mais par contre, c'est vrai que je dirais que cette somme qui a été récoltée pour réaliser le rêve de Zoé n'a bien sûr pas été entièrement utilisée pour ce rêve-là, vu que Zoe for Life avait payé une partie et que Make-A-Wish avait aussi payé une partie. Mais ça nous a vraiment poussé à... Je pense que c'est une des raisons qui nous a poussé à continuer les activités de l'association. Parce que ça nous a permis de nous restructurer rapidement. Et en avril, Zoé est décédée en octobre, le 26 octobre. Et je crois début avril 2014, les premières familles en Suisse romande recevaient le soutien financier de Zoe for Life pour faire face aux frais qu'elles ont en lien avec leur famille.
Donc vraiment, je pense que c'était vraiment cette solidarité qu'il y a eu pour nous. On s'est dit, mais ça ne peut pas ne pas servir pour les autres, il ne faut pas qu'on s'arrête. Et voilà, c'est ce qui nous anime depuis maintenant 11 ans. C'est quelque chose de récurrent hein, dans les actions caritatives menées sur Coca, c'est que non seulement il y a le geste financier, mais il y a aussi toute la mobilisation de la communauté qui est visible de par les messages sur le forum. Oui. Et est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est spécial quand on fait une action telle que celle-là, puis en plus vous, dans le contexte qui était le vôtre, qui était vraiment une première action, on va dire, d'envergure. Ouais. Et ça contribue, j'imagine, ce genre de choses, d'avoir le retour direct des gens. Oui, j'ai trouvé que je trouve que c'est beau parce que ça permet aux gens de s'exprimer puis de donner leur point de vue, de nous transmettre aussi des messages parce que c'était finalement le seul moyen pour ces personnes aussi de pouvoir s'adresser à nous. Et ça, je trouve que c'est beau de leur permettre de le faire finalement, de pouvoir adresser leur message directement aux bénéficiaires. C'est quelque chose qui est très important et j'aime dire que voilà, même si c'est une histoire tragique, c'est une histoire magique parce que c'est vrai que toute cette solidarité qu'il y a eu, ça permet aussi de montrer que... Je suis aussi très fière de voir que vous continuez ces belles actions parce que je me dis que chaque fois que vous en faites, je vois chaque fois que ça a énormément de succès et je me dis ça montre aussi que, bah voilà, que malgré tout ce qui se passe dans ce monde dans lequel on vit, il y a des belles personnes et je pense que... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et je pense que chaque personne derrière son ordinateur peut faire 5 francs, 10 francs, c'est égal. Mais finalement, tout ça ensemble, ça fait une belle différence. Ouais, moi qui étais présent à ce moment-là, c'est vrai que c'est un souvenir, c'est encore très vivace. Hein, ça nous parle encore, ça nous nourrit encore de voir ce dont cette fameuse communauté est capable. Et puis ça nous montre aussi que, contrairement à ce que ça peut, des fois l'argument marketing peut montrer, c'est qu'elle est là, elle existe pour de vrai et elle agit. Et c'est ça qui est assez... enfin moi et Pascal, je parle aussi en ton nom, ça nous surprend aussi positivement à chaque fois, quoi. Oui. Alors il y a effectivement les aspects, on va dire, où l'histoire est très concrète, très ciblée. Les gens s'identifient beaucoup à des noms comme on a tous et toutes pu s'identifier à ce que vous avez vécu. Et puis il y a aussi des fois des soutiens à des structures plus grandes dont le nom est déjà plus connu dans la population. Par exemple, Caritas, représenté aujourd'hui par toi, Fabrice. Justement une structure qui est dévouée à l'aide et au soutien depuis de longues années. Comment se fait la prise de contact et la découverte en fait d'une opération avec Coca? Ça remonte aussi à pas mal de temps. On a fait plusieurs opérations avec Caritas de nature plus ou moins différente. Peut-être en quelques mots pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas exactement ce qu'est Caritas. On va peut-être commencer par ça, du coup. En quelques mots, Caritas, je représente Caritas Suisse, mais il y a tout le réseau Caritas dans le pays avec les Caritas régionales. Je dirais que c'est le lobby des pauvres. C'est plutôt le lobby des personnes affectées par la pauvreté ou par une certaine précarité. Il y a besoin de défendre leurs intérêts. Notre mission, c'est effectivement de prévenir, d'atténuer la pauvreté en Suisse. On travaille en Suisse, mais on travaille aussi à l'étranger. Et pour cela, on agit, on aide concrètement, et puis on essaye aussi d'influencer les politiques en Suisse, la politique sociale, ou à l'étranger, la politique de développement. Et puis par rapport aux actions qu'on a menées, S4, sauf erreur, ensemble, est-ce qu'il y a... Comment a évolué on va dire, pas l'importance, mais comment a évolué la façon dont Caritas perçoit les actions menées avec Coca? Est-ce qu'elles ont parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais une action sur Coca, c'est pas juste remplir un pot commun, c'est pas juste amener des sommes d'argent dans un fonds dont on ignore après où ça va, c'est toujours des actions concrètes à déterminer. Comment ça se monte en fait une action avec Alors si je reprends un peu l'histoire des actions en commun, ça a commencé en 2019, donc on a eu une action en 2019, en 2020, en 2022 et en 2024 pour l'instant. Donc 4. C'est régulier. Voilà. C'est régulier, ouais, effectivement. La première, je crois que c'était, on avait une collaboratrice, une collègue qui connaissait, je crois, quelqu'un à Coca, et puis voilà, en discussion, les choses se sont montées comme ça, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée de votre côté, c'était de financer quelque chose en Suisse avec une portée nationale, quelque chose de très concret, vraiment très palpable. Puis on s'est dit, on va faire des bons d'achat qui seront offerts dans les épiceries Caritas.
Il y a 21 épiceries Caritas dans le pays. Et puis, ces épiceries, elles permettent à des gens qui ont des budgets très, très limités d'acheter des produits, de l'alimentation, de la nourriture et des produits de consommation courante à des prix très, très bas. Parmi les plus bas, pas toujours les plus bas, mais parmi les plus bas. Et on insiste beaucoup sur aussi une alimentation équilibrée. On a des partenaires qui nous permettent de mettre à disposition à la vente des produits frais, légumes et fruits qui sont sinon relativement chers. Et on sait que les petits budgets ont tendance à se distancer de ça. Donc voilà, on avait des bons de 14 francs. Et je dois dire que tout de suite, la communauté Coca a vraiment adhéré incroyablement. On était hyper... moi, quand la collaboratrice m'a dit, bah voilà, on a un truc avec Coca, tu voudrais bien participer au blog pendant l'action de vente. Je dis, bah ouais, évidemment, c'est super. Je veux dire, on va pouvoir toucher une communauté, être en échange avec cette communauté. Puis effectivement, c'est ce qu'on a vu. En 2020, ça a été encore plus foudroyant, je dirais. 2020, on était quelques mois après la grosse crise Covid. Les gens, la fréquentation des épiceries avait énormément augmenté. Il y avait notamment toutes les personnes arrivant d'Ukraine, après le début de la guerre en Ukraine. Donc vraiment, moi je suis allé régulièrement dans les épiceries en Suisse romande, en Suisse alémanique. C'était sincèrement la cohue. Et puis c'était touchant de voir que les gens étaient vraiment... agréablement surpris de se dire, bah voilà, tenez un bon de 14 francs, c'est pour vous aider, parce que vous en avez besoin. Et puis, c'est vrai qu'au Covid, on parlera tout à l'heure des actions directes et welcome, mais il y a eu effectivement, avec les actions qu'on a menées progressivement, un appel d'air. Hein. Pascal, ta boîte mail, j'imagine qu'elle déborde de demandes. Comment est-ce que tu gères ça par rapport à la posture? Alors évidemment, le but, ce serait d'aider tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas forcément le faire. Comment Coca gère en fait ce genre de sollicitation maintenant? Alors effectivement, on est très sollicité. Ce qui est compliqué, c'est toujours effectivement d'analyser et puis de choisir une cause plutôt qu'une autre. Après, nous, on a quand même un canevas assez strict chez nous, c'est qu'on veut savoir où va l'argent. Donc comme tu l'expliquais avant, il faut que ce soit vraiment pour une cause spécifique. Avec, dans le cas de Caritas, c'était clair et net. Je veux dire, on savait que pour 14 francs, on offrait un repas pour une famille. Donc il y a chaque fois en fait un message qui doit être clair. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'on veut déjà être sûr que le pognon qu'on lève, il aille pour les bonnes personnes et puis qu'il aille vraiment au bon endroit. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que on est quand même garant de tout ça. Et puis on aime bien des news aussi des projets, où ils en sont et quel impact ça a pu avoir. Et il y a aussi pour nous l'aspect du fait que ce soit une vraie association, que les choses soient... parce que je sais pas, on pourrait avoir quelqu'un qui monte une fausse association, qui prend l'argent et qui s'en va. Donc on a vraiment, je dirais, développé... alors il y a une partie de bon sens, ça c'est clair, mais il y a une partie aussi de s'assurer que certaines règles soient respectées pour que les choses soient faites dans les règles de l'art et pas qu'il y ait tout d'un coup... un problème X ou Y. Donc on est, je dirais, assez consciencieux par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, la période que l'on vit, qui peut être liée à plusieurs choses. On parlait avant de l'Ukraine, on peut parler de... Enfin, il y a plein de situations qui font qu'on va pouvoir peut-être être plus réactif pour une cause plutôt que pour une autre parce que c'est le moment. Et il y a aussi un côté, en termes de message, qui est aussi plus fort quand on le fait comme ça parce que les gens en entendent parler dans la presse et du coup, ça permet de lever aussi et de sensibiliser les gens différemment et de lever aussi plus d'argent pour cette cause. Donc on va aussi... c'est des paramètres qu'on va aussi prendre en compte à ce moment-là. Ça me permet en fait de me tourner vers vous pour poser une question aux deux en même temps. J'imagine que pour une fondation, une association qui est en recherche de fonds, il y a un gros travail de entre guillemets, crédibilisation qui doit être fait, que ce soit des certifications. On a notamment une certification ZEVO pour la façon dont les flux financiers sont gérés, etc. J'imagine que ça prend énormément de temps, au-delà de l'action à proprement parler. Je ne sais pas si... Oui, alors effectivement, pour nous, c'est très important d'avoir ces étiquettes qui sont vraiment précieuses. On a la certification ZEVO, on a différentes autres certifications qui montrent qu'on travaille de manière relativement efficace dans différents domaines, qu'on gère notre argent correctement, qu'on a suffisamment de fonds propres, de réserves pour constituer une certaine garantie à l'égard des donateurs. Donc pour nous, ça, c'est effectivement très important.
on est très transparent, on s'enorgueillit, à juste titre ou pas, mais on s'enorgueillit d'avoir quand même sur 1 franc qui nous est donné, on utilise 10 centimes d'un point de vue administratif pour nos frais de personnel, de publicité, de promotion, ce qui est peu. On essaye de garder ce ratio, ce taux, parce que c'est important pour les donateurs. Je ne crois pas que le chiffre a été dit. Combien de collaborateurs et de collaboratrices Caritas ? Alors, en Suisse, on est 800 environ. Et puis, on a encore... dans ces 800, il y a aussi un certain nombre il y a 40 personnes à peu près qui sont des employés de Caritas Suisse qui travaillent à l'étranger, dans 20 pays. Et puis, on a encore environ 300 collaborateurs qui sont employés dans les bureaux de ces pays. Donc, 1100 à peu près. Et puis pour Zoé, du coup, Alors nous, on a une autre structure, on est bien sûr beaucoup plus petit. Donc c'est vrai qu'on est 2 salariés. Nous, c'est vrai qu'on a, pendant les 5 premières années d'existence de l'association, on était exclusivement des bénévoles. Et puis c'est vrai qu'en 2018, je me suis dit, ce serait bien quand même que je reprenne une activité professionnelle rémunérée, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais au sein de Zoe for Life. Mais voilà, le choix était aussi de rester auprès de notre fille aînée pendant quelques temps. Donc, c'est à ce moment-là où on s'est posé la question voilà, qui c'est qui va faire le travail, en fait. Et on a réfléchi à engager quelqu'un. Et puis, finalement, on s'est assez vite rendu compte que moi, j'avais envie de le faire et que j'étais finalement la bonne personne pour le faire. Et puis, on a commencé comme ça. Mais ça nous a permis aussi d'avoir une association financièrement saine. Et je dis toujours qu'on travaille toujours pour l'année d'après. On a suffisamment de fonds pour assurer les soutiens l'année prochaine. Gentiment, là, si on fait encore une bonne fin d'année, on va dire, on sera bon pour l'année prochaine. On va dire, c'est toujours novembre, décembre. On en parlait avant, c'est des gros mois pour les associations pour récolter des fonds. Mais si ça se passe bien, on devrait pouvoir commencer l'année en pensant récolter des fonds pour l'année 2026. Et c'est toujours un petit peu cette philosophie qu'on a, parce qu'on ne voudrait pas devoir dire non à une famille parce qu'on n'a pas les moyens de la soutenir. Ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. En plus, on a maintenant vraiment des partenariats, donc on a des engagements aussi. Et puis, en termes de certification, c'est vrai que nous, on est une association, on fait réviser nos comptes par un réviseur indépendant pour essayer aussi d'être le plus transparent possible. La certification ZEVO, c'est souvent posé comme question. En Suisse romande, c'est vrai qu'elle est peu demandée à notre niveau, en tout cas. Et ça engagerait vraiment Je pense qu'il faudrait qu'on engage une personne, en tout cas, à 20 ou 30% pour faire... et puis poursuivre, en fait. Parce que c'est vraiment, comme vous le dites, c'est un gros investissement de temps pour tout ça. Donc, on essaye d'être le plus transparent possible. On essaie de donner nos comptes quand les gens veulent, d'expliquer aussi ce qu'on fait. Et on a aussi ce ratio. On dit toujours aux gens, quand on reçoit 100 francs, il y a entre 6 et 7 francs qui partent dans les frais de fonctionnement, les frais administratifs. Parce qu'il y en a toujours, mais on n'a pas de locaux. On travaille depuis chez nous, chacune. Ça limite aussi un peu les frais. On a aussi des partenaires qui nous aident à réduire au maximum. Mais je pense que c'est important parce que le donateur, il a besoin aussi de cette transparence. Et voilà, il faut l'être. Mais c'est vrai que la certification, elle a son importance aussi, c'est vrai. On y réfléchira probablement. Mais c'est vrai que cette transparence-là, nous, on a l'habitude, en fait, de la donner parce qu'on sait que notre forum, les membres de la communauté sont extrêmement exigeants vis-à-vis de ça. On est tout le temps challengé, et je le dis dans le point de vue positif, parce que ce qu'il en sort, c'est plus de transparence et des choses plus claires. Et les gens, à la fin, voient qu'elles peuvent vraiment se positionner en toute connaissance de cause. Quand on construit une offre, c'est le même enjeu pour Coca. C'est vrai qu'on va souvent aller un peu challenger les associations. Je ne sais pas si tu as un souvenir, Pascal, d'une action que tu avais particulièrement appréciée ou sur laquelle tu t'es dit, eux, on les a vraiment secoués. Là, le premier exemple qui me vient, en fait, c'est Direct et Welcome. C'est peut-être le bon moment pour en parler. Tu peux peut-être expliquer comment ça s'est fait. Oui, alors, mais de nouveau, ce sont des choses qui se sont faites naturellement. De nouveau, on était en 2020, au mois de mars 2020, tout le monde était à la maison. Et puis, on ne savait pas si nous, on allait pouvoir continuer à recevoir des produits et continuer à vendre des produits. Et puis là, avec une majorité de l'équipe Coca, on s'est dit, mais ça serait bien de pouvoir créer en fait une plateforme pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et puis on s'est dit, faisons une plateforme nationale pour aider tous les commerçants qui sont en difficulté. Alors on avait ciblé notamment les épiceries, on avait ciblé, il y avait les bouchers, les maraîchers, les restaurateurs, etc. Et puis on s'est dit, on pourrait essayer de développer cette plateforme. Donc on s'est mis à travailler vraiment en mode super agile. Puis comme on était tous à la maison, on s'est dit, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, faisons ça, au moins ça nous occupe. Puis ça pourrait être cool d'avoir un truc qui vienne en aide.
mais au moins, il y a quelque chose qui vient en aide à des gens qui en ont besoin. Et tout le monde m'a dit, ok, c'est cool, mais alors c'est quoi le concept, machin, etc. Puis je me suis dit, ça serait cool que les gens, finalement, puissent acheter des bons, par exemple, chez un restaurateur ou des bons dans un petit commerce local, et que, je sais pas, le bon qu'ils achètent, ils le payent un certain montant, peut-être 90 francs, et puis derrière, ils aient un pouvoir d'achat qui soit à 120. Puis tout le monde me disait, ok, mais mathématiquement, comment tu fais pour financer les 30 balles qui manquent? Puis je dis, bon, on va trouver des sponsors pour ça. Je me disais, mais trouver des sponsors, il faut en trouver quand même beaucoup, hein, parce que tu vois, je dis, ouais, mais les gens ils vont avoir un incentive finalement d'environ 10%, et puis ils vont avoir 20% de plus de pouvoir d'achat, donc c'est intéressant, on va trouver. Et puis là, je me suis dit, bah, alors, regardons un peu dans nos contacts, puis je me suis dit, bah, je vais contacter des assurances. Et puis, je me rappelle très bien avoir contacté la Vaudoise Assurance. Et je m'étais dit, au cas où ils me disent non, je contacte une deuxième assurance, parce qu'il me fallait 1 million. Je me suis dit, avec 1 million, ça va pouvoir être cool, quoi. On va pouvoir aider pas mal de monde. Et puis, en parallèle, j'avais contacté le groupe mutuel. Et c'est assez intéressant parce que je me suis dit, bon, la Vaudoise Assurance, les gaillards, c'est quand même une grosse structure, ils ont vraiment des règles, ça va être hyper compliqué. Puis en fait, non, très rapidement, ils m'ont tout de suite accordé un meeting en visio. Et puis là, c'était juste magique parce qu'ils m'ont dit, ah ouais, écoute, ça nous intéresse. Et ils ne se sont pas posés trop de questions. Alors, ils ont bien sûr fait les choses dans les règles de l'art, avec un contrat, etc., comme on connaît bien le sérieux de cette assurance. Et puis, en parallèle, je me rappelle avoir reçu une réponse du groupe mutuel qui me dit, ouais, écoute, on fait une visio lundi matin, 7h, tu peux être dispo. Je fais, ouais, écoute, 7h, ça va être compliqué pour moi, mais je serai dispo. Là, je me rappelle, en plus, on était en visio, donc j'avais mis quand même un t-shirt, j'étais en calbar en dessous. Là, et puis, on fait la visio, et je pense qu'à peu près à 1 heure d'écart, j'ai eu la réponse positive de Vaudoise qui me dit, ok, c'est bon, nous on est on met 1 million. Et puis, 30 minutes après, j'ai le groupe mutuel qui m'appelait, qui disait, wow, c'est où qu'on twint le million? Puis j'étais là, mais enfin, c'est extraordinaire. On avait ces deux assurances qui étaient chaudes à faire ce projet, et ça s'est décidé hyper vite, quoi. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, comment on fait? Parce qu'on voulait 1 million, on en a 2. Puis j'ai dit, écoutez, voilà, mettez-vous d'accord entre vous, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, mais vous serez 2. Mais c'est vachement cool, parce qu'il n'y aura pas 1, mais 2 millions. Peut-être qu'ils ne vont pas être contents, parce qu'ils se disent, ah, je vais être seul avec Coca, puis au final, on est 2 assurances. Puis en fait, génial. Les deux CEO de ces assurances se connaissent très bien. 15 minutes après, ils me rappelaient pour me dire, non, mais c'est génial. Je veux dire, plus il y a de gens qui vont finalement... donc, ils avaient bien compris l'enjeu de ce truc. Puis après, on a monté donc, cette plateforme. Donc, il a fallu coder quelque chose. Et la première itération de cette plateforme était pour nous un travail énorme, parce que on a eu finalement, chaque fois que les gens postulaient, parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'on faisait tout à la main. Il y avait beaucoup d'opérations à la main. Donc, il y avait une fleuriste qui d'un coup remplissait son truc. Puis elle nous disait, ah, j'ai rempli, et puis à Vilisa, ou alors il faut la Suisse allemande, il fallait quelqu'un qui parle suisse allemand chez nous, donc quelqu'un de l'équipe suisse allemande qui l'appelle. Puis après on disait, ah, mais elle a oublié de mettre sur son compte bancaire. Puis, enfin bref, il y avait plein de trucs. Donc ça prenait des fois jusqu'à 1 semaine avant que quelqu'un soit sur la plateforme, quoi. Ça prenait vraiment beaucoup de temps, et on avait beaucoup de demandes. Et je me rappelle que là, avec ces 2 millions, on a pu générer pas loin de 9 millions d'aides pour ces petits commerçants, ce qui était juste génial, parce que il y avait aussi des gens qui faisaient des donations différentes, enfin des donations directes à des restaurateurs, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a réussi à drainer ce montant-là. Puis là, on s'est dit, waouh, c'est cool, et c'est génial. Puis après, quelques mois après, on a le canton de Vaud qui nous contacte, qui font écoute, on a vu ton opération, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc similaire, mais que pour le canton de Vaud? Parce que nous, on aimerait bien pouvoir venir en aide aux commerçants vaudois, est-ce que ça serait gérable? Alors, quand je suis arrivé et puis que j'ai vu, moi je ne suis pas trop fan des politiques, donc c'était compliqué quand j'ai débarqué là-bas, et puis qu'il fallait réunir Pascal Meyer et puis Monsieur Lebas à l'époque qui était en charge. Et puis de nouveau, on a des a priori comme ça qui ont été d'ailleurs révisés chez moi, parce qu'en fait, ces gens-là, ils étaient au taquet pour faire quelque chose. Et je me suis dit, c'est tellement compliqué. J'ai dit au canton, vous savez quoi, on va avancer le pognon pour payer les commerçants, parce que vous, c'est vous qui devez payer en direct. De toute façon, nous, on ne va pas pouvoir payer directement de l'argent à chaque commerçant, etc. Donc, vous faites l'interface. Et puis, on a avancé effectivement beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, mais il a fallu qu'on redéveloppe la plateforme. Donc, on a dû itérer ce qu'on avait la première fois fait, où on faisait beaucoup d'opérations à la main, pour automatiser les choses, pour que finalement, un commerçant, en moins d'1 heure, il puisse être en ligne, quoi. Donc, on a retravaillé avec les équipes, on a tout redéveloppé. Et puis...
Ça c'est chouette parce que le canton de Vaud nous a donné cette confiance et puis même si nous ça nous a coûté beaucoup en termes de ressources humaines parce qu'on a dû engager beaucoup de monde et puis qu'on a aussi financé une partie comme on l'avait aussi fait dans le cadre du premier projet, on a eu beaucoup de plaisir à le faire et je crois que chez nous à l'interne, de nouveau ça faisait partie d'une des missions de Coca, aider ces petits commerçants à avoir une présence digitale et puis c'était génial. Alors on avait d'un côté le canton qui disait attention il faut respecter des règles, pas n'importe quel commerçant peut venir. Et on devait aussi faire le médiateur entre deux. Et en fait, tout s'est super bien passé. Les gens sont tellement bien comportés. Et ça a eu un succès énorme. Donc, je me rappelle avec ça, on a pu aider à une hauteur de plus de 90 millions de francs au global, avec un investissement d'à peu près 30 millions du canton, tous ces petits commerçants. Et puis c'était juste génial, parce qu'au départ, il y a des gens qui étaient un peu sceptiques. Ouais, mais c'est quoi ce truc Coca, machin. Et puis, d'un coup, les gens disaient, non, mais le commerçant poussait les gens à aller, parce que toi, tu vas payer moins, et moi, je vais toucher plus. Donc, il faut que tu y ailles. Et ça, c'était la recette magique, parce que les gens se disaient, ah, c'est cool, puis le commerçant touchait plus, et tout le monde était gagnant, quoi. Donc c'était vraiment, au final, une magnifique histoire. Et j'en redébriefais encore avec les gens de l'époque au canton avec qui je travaillais, et ils me disaient, ce qui était dingue, c'est de voir, nous, au canton, on a une certaine rigidité, on a peut-être un peu moins d'agilité dans certains services, et c'était dingue de voir finalement, moi j'appelais les gens du canton, la personne qui était en charge, je l'appelais le samedi soir, 22h15, ouais écoute, j'ai ça, machin, ça. Tout le monde était toujours dévoué pour ce projet. Et c'était beau de voir en fait cette énergie super positive qu'il y avait pour faire du bien autour de nous. Et moi je trouve que c'est une des missions de Coca aussi, socialement, parce que on a une entreprise qui est basée certes dans le canton de Vaud, même si on a un rayonnement national, mais c'est aussi notre devoir de finalement, avec notre communauté, d'avoir un impact qui soit hyper positif pour aider aussi des gens qui en ont besoin. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on fait aussi avec les différentes causes qu'on aime bien soutenir. Si je peux juste ajouter un truc par rapport à ça, moi je trouve que ça répond au fait que la communauté, effectivement, elle ne veut pas acheter que des babioles. Je ne dis pas qu'il n'y a que des babioles qui sont vendues, mais elle a aussi d'autres intérêts. Elle veut aussi être solidaire, elle veut aussi aider. Et je me souviens, je crois que c'était peut-être en 2019, la première fois qu'on a fait une action en commun. Je me souviens d'un des premiers intervenants sur le blog qui dit, lorsque l'action est annoncée, avant même que les ventes, les achats commencent, il dit « Ouais, cool, pour une fois, on va faire un truc un peu utile et solidaire. » J'avais beaucoup aimé le trait d'humour et l'autodérision, quoi. Mais c'est vrai que pour avoir vécu cette période, c'était quand même 30-40% de la boîte qui s'est tout d'un coup, du jour au lendemain, retrouvée plongée dans ces projets-là. Et finalement, on s'est retrouvé un peu dans la même situation que les fondations et les associations, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse fourmilière derrière l'activité, puis en fait, les gens, des fois, ont de la peine à percevoir ça, qu'au-delà de la raison d'être, de l'action de l'association, il faut que ça tourne au quotidien. Et puis, comme tu disais avant, Nathalie, en fait, il faut préparer l'année à venir, il faut faire des réserves, c'est naturel dans une fondation, une association qui veut vraiment bien faire son travail sur le long terme, de faire des réserves. Et puis nous, on a eu une grosse mobilisation à l'interne, mais on n'a jamais, je profite de l'occasion, on n'a jamais voulu que les bons s'appellent les bons Coca. Parce que des fois, on voyait combien de fois dans les vitrines des magasins bon Coca, et puis du coup, évidemment, les gens disaient, mais c'est juste une opération marketing. On ne fait pas une bonne opération marketing en mettant 40% d'une boîte de e-commerce sur un projet solidaire. D'ailleurs, c'est assez intéressant que tu parles de ça, parce que je me rappelle, nous, ça nous a coûté bien sûr beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour des choses qu'on n'a pas pu développer pour notre boîte à ce moment-là, sans compter aussi l'impact financier, mais ça, c'est des détails. C'était intéressant parce qu'il y avait d'un coup des commentaires de gens qui disaient « Ouais, alors, effectivement, il y avait ce commentaire », puis j'avais des gens à l'interne qui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ? Viens, on arrête tout, de toute façon, les gens, ils sont jamais contents. » Et puis, je me rappelle avoir répondu en disant « Mais tu sais, ça, c'est 1% des gens qui sont pas contents. Il faut regarder le 99% des gens qui sont extrêmement heureux et qui communiquent pas. Donc ne nous focusons pas sur ce 1% de gens qui ont peut-être une arrière-pensée négative, mais concentrons-nous vraiment sur ce 99% des gens qu'on va vraiment aider et qui comprennent ce qu'on fait. Et encore aujourd'hui, je me rappelle, il m'est arrivé cet été, j'étais en Valais, et puis j'étais sur un énorme parking. D'un coup, je vois un mec qui se dirige vers moi, quoi. Et puis vraiment, il n'y a que moi au milieu du parking. Donc je me dis, merde, il y a un gars qui veut me péter la tronche, mais j'ai fait un truc. Et le gars, il s'arrête et il me chope comme ça. Il dit, mon gars, je voulais te remercier. Pourquoi ? Tu sais quoi, pendant la période de Covid, tu as monté ta plateforme directe. Puis moi, qui suis en Valais ici,
j'ai pu en profiter et ça m'a permis de sauver mes trucs. J'étais là, j'étais hyper touché, quoi. J'étais waouh, enfin, j'ai trouvé ça magique, quoi. Et il y a encore un point quand même qu'il faut dire, c'est que, alors nous on a été un élément, mais il a fallu que les gens suivent. Je veux dire, Groupe Mutuel Vaudoise, il a fallu que les gens y suivent. La Fédération romande des consommateurs qui a dit c'est génial, on soutient le truc, etc. Ils ont aussi suivi. Enfin, il y a eu une espèce d'élan comme ça. Alors on a peut-être initié une partie, mais initier c'est facile, il faut après que les gens jouent le jeu. Et dans le cadre du coton, c'était pareil. Il fallait des gens qui soient en face de nous, qui comprennent comment on fonctionne, qui disent ouais, écoutez, effectivement, vous allez pouvoir, une fois que la personne utilise son nom, vous allez pouvoir payer en 24-48 heures, ce que nous, on ne pourra pas faire techniquement. On n'a pas les ressources pour faire ça. Et toutes ces choses-là, toutes ces petites choses ont fait que ça a eu un impact positif parce que les gens qui étaient aussi autour de nous y ont cru et ont joué le jeu. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait jamais pu faire ces opérations et n'aurait jamais pu aider les gens. Donc la folie aussi d'y croire, je pense que c'était important. Mais ça, je pense que c'est exactement ce que tu résumes, c'est exactement aussi le quotidien des associations à but non lucratif, parce que on a beau avoir toute la volonté du monde, si les gens ne nous soutiennent pas, nous font pas confiance, on fait rien. Donc d'avoir aussi les gens derrière nous qui nous soutiennent pour pouvoir faire ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment hyper important. Et pour ces fameux bons, moi j'ai une jolie anecdote que j'avais envie de partager. C'était, en l'occurrence, ma boucherie, ils se reconnaîtront, qui nous a remis la somme à la fin parce qu'ils estimaient que eux, contrairement peut-être à des restaurateurs, leur commerce avait bien fonctionné. Parce que justement, au lieu d'aller dans les grandes surfaces, les gens préféraient aller dans les petits commerces. Ils se sentaient aussi plus en sécurité. Ils ne se sentaient pas légitimes en fait, de garder cette somme et ils nous l'avaient offerte. Donc ça avait été aussi un don qui avait été vraiment hyper touchant. Donc voilà, votre action elle a touché aussi plus loin que ce soutien aux commerçants et restaurateurs à cette période-là. Mais c'était une magnifique action, oui, c'est vrai. Merci. C'était une effervescence de la solidarité à ce moment-là. Ça, Je dirais, ouais. il y avait une telle... Là, on va se retrouver confinés. Les gens ne peuvent plus aller au travail, on peut à peine sortir de chez soi. Enfin non, en Suisse, c'était plus souple. Mais ça a été assez fou. Et nous, en interne, effectivement, ça a été aussi super de voir comment on a pu... chacun s'est mobilisé aussi. Là aussi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un réseau, on a des savoir-faire, etc. Et on a lancé l'ensemble du réseau Caritas au mois d'avril-mai avec 50 projets nouveaux pour aider dans la période du Covid. Et puis ensuite, après de nouveau, on a remis ça au moment de l'arrivée des personnes qui venaient d'Ukraine, parce que de nouveau, il y avait un afflux de population énorme. Et puis à ce moment-là, il y a de la solidarité. Après, c'est toujours un défi aussi de pouvoir entretenir, travailler cette solidarité sur le long terme. Ça ne veut pas dire que les gens se désintéressent, mais il y a des périodes où il y a trop. À la limite, il y a trop de guerre, il y a trop de malheur, il y a une espèce de... On se replie un peu, quoi. Et il faut pouvoir travailler là-dessus. C'est vrai que, Coca, comme on a cet enjeu de toujours avoir des actions très concrètes, les gens se figurent bien où va partir l'argent, mais pour les associations qui ont des grosses actions qui sont pérennes sur l'année, qui doivent entretenir des projets longs, il y a d'autant plus de mérite parce que justement, il faut entretenir cette flamme-là. Et est-ce que justement maintenant qu'on est en 2024, est-ce qu'il y a une manière de gérer les projets qui est un peu différente après le Covid, ou quels sont les enjeux actuels en fait de vos associations respectives, fondations L'enjeu, je dirais, c'est on est dans une période où on continue à être bien suivi aussi par ce que j'appellerais aussi notre communauté de soutien. On a quand même des milliers, des dizaines de milliers de donateurs, grands et petits. La fidélité, elle est là. Mais on n'est pas dans un contexte social et politique qui est très porteur. Donc là, il y a vraiment un défi. Actuellement, il y a, la Confédération veut faire énormément d'économies. Il y a un repli, on va moins donner d'argent à la coopération internationale, on en donne plus à l'armée. C'est peut-être nécessaire, je ne sais pas, je ne discute pas forcément cette utilité-là, l'opportunité, mais on ne va pas vers une période très favorable à cette espèce d'esprit, là je parle de l'international surtout, l'esprit de solidarité internationale, et puis ça a aussi un impact sur le national, je veux dire. Moi je trouve par exemple une des décisions que je trouve les plus aberrantes récentes, c'est l'arrêt du financement par la Confédération des crèches, par exemple. Alors on sait que c'est un truc qui met les familles dans la difficulté, ça coûte une blinde les crèches en Suisse.
C'est le plus cher au monde, je pense. Et notamment, c'est ce qui aide aussi beaucoup par exemple les mamans seules à pouvoir aller travailler, puis justement mieux s'en sortir économiquement. Et c'est un outil qui est hyper précieux. Puis là, pour économiser rien au niveau du budget global. Et ça, je trouve que ce n'est pas des décisions très porteuses. Donc il y a une part pérenne, mais une part hyper réactive en fonction de l'actualité. En fait, comment vous gérez ça? Vous avez des fonds pour ce qui doit tenir sur l'année, des fonds au cas où? Alors oui, on a des fonds de réserve, on a ce qu'on appelle un peu les allgemeine Mittel, pour parler en bon français, les moyens généraux, qui ne sont pas des moyens affectés. Les donateurs ne l'ont pas dit, on donne ça pour le Liban, ou pour Gaza, ou pour le Venezuela, ou on donne ça spécifiquement pour ce projet en Suisse. Ce sont des fonds généraux qui nous donnent une certaine autonomie et qui nous disent, voilà, là on investit là-dedans parce qu'il y a un besoin. Si on parle de l'international, il y a une crise humanitaire, on doit agir urgemment. Paf, on investit les premiers 500 000, 1 million. Et puis après, on tâche d'avoir des gens qui nous suivent, un peu comme le projet Welcome. Et puis pour Zoe for Life? Alors nous, l'exemple le plus flagrant, c'est vrai que la période Covid, pour nous, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait il y avait plus d'événements, il y avait moins d'entrées d'argent automatiquement. Alors on a utilisé ce temps pour faire des choses administratives qu'on reporte tout le temps, genre le site internet ou des choses comme ça. Mais là où on a vraiment eu un exemple où on s'est vraiment rendu compte qu'il faut toujours savoir s'adapter en fait à la situation, c'est avec la guerre en Ukraine. On fait partie de toutes les associations, un peu comme nous, font partie d'une organisation internationale. On se rencontre une fois par année, c'est un peu pour échanger, pour voir ce qui se passe dans les différents pays. On apprend les uns des autres. Et l'association responsable des familles en Ukraine appelle à l'aide en disant que les familles doivent fuir l'Ukraine. Les médicaments n'arrivent plus, ces enfants ne peuvent plus être soignés. Et là, il y a toute une mobilisation qui s'est faite. Alors, pour ça, les Américains étaient très forts parce que un des hôpitaux aux États-Unis a mis en place une équipe médicale qui est partie en Pologne. Ils ont mis en place un hôpital à la frontière polonaise. Et l'objectif, c'était de faire sortir les familles de l'Ukraine. Et ensuite, nous, des organisations comme Zoe for Life, c'était de voir qu'est-ce que nous, on pouvait faire dans notre pays. Donc, on a contacté les hôpitaux pour savoir combien de patients on pouvait accepter, parce que l'objectif, c'est peut-être difficile à dire, mais on ne peut pas accepter tout le monde. Et puis après, on n'arrive pas à les prendre en charge. Donc, il faut aussi les accueillir dans des bonnes conditions. Donc voilà, une fois qu'on avait plus ou moins le nombre de patients qu'on pouvait ramener, que les hôpitaux avaient tous donné un peu leur quota, parce que le fédéralisme aussi, c'est compliqué pour ce genre de choses. Après, il fallait trouver un moyen d'aller les chercher. Et on avait 16 familles à peu près, donc on était parti sur une vingtaine pour commencer tout de suite, très rapidement au début. Après, plus tard, il y a d'autres qui sont arrivés. Il fallait trouver un moyen d'aller chercher ces 16 familles. Et là, alors, on a tout fait. On a essayé d'éplucher on a contacté des compagnies d'aviation, des compagnies de jets privés, des compagnies de cars. Mais les cars, c'est pas réalisable avec des enfants qui sont quand même gravement atteints dans leur santé. Et on a eu EasyJet qui nous a ouvert la porte, qui nous a mis à disposition un Airbus. Ça a été un moment incroyablement fort dans l'histoire de l'association, je pense, parce qu'on est parti, une petite équipe, avec bien sûr des traducteurs, des médecins et infirmières, atterri en Pologne, pris la voiture, parti à l'hôpital, les familles embarquaient dans un car, on a vite fait le tour de la clinique, on est monté dans le car avec ces familles, et en plus c'était assez effrayant parce qu'il y avait une partie du car, ils avaient tous scotché parce que derrière il y avait des personnes qui avaient le Covid. Et en fait, c'était fermé. Non, mais une chaleur dans ce car. Enfin, c'était assez. On était en Pologne, pourtant on n'était pas. Et après, pris l'avion. Et pour beaucoup de ces familles, c'était la première fois qu'elles prenaient l'avion. Et le matin même, elles apprenaient qu'elles allaient partir en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Donc elles suivaient simplement. Et ça a été un moment vraiment fort, mais un très bel exemple de solidarité. Mais là aussi, heureusement que la structure de l'association nous a permis Alors, jusqu'à ce moment-là, ça ne nous a pas coûté un sou, on va dire, parce qu'EasyJet nous a mis à disposition l'avion. À l'aéroport, à l'arrivée, il y a eu plein de choses qui sont mises en place aussi pour accueillir justement ces familles. Puis après, on a une compagnie de cars qui a pris les familles pour les amener dans les différents hôpitaux, un hôtel qui a accepté de les héberger le week-end. Parce que bien sûr que c'était le vendredi soir, et puis que les enfants qui n'avaient pas des pathologies, c'était urgent, mais ça pouvait attendre lundi. Certains hôpitaux sont moins flexibles que d'autres. Et c'est vrai que là, il y a eu vraiment toute une solidarité aussi entre
l'hôtel qui a pris en charge les familles gratuitement sur le week-end, la compagnie de car qui les a amenés jusqu'au Tessin ou Saint-Gall. Enfin, ça a été assez fou de les dispatcher après. Mais là aussi, on s'est rendu compte que après, on a pu débloquer des fonds aussi pour celles qui étaient en tout cas ici pour les soutenir. En leur fournissant des habits, des vêtements, en allant dans des structures. On s'est retrouvés à faire quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu au départ. Moi, j'ai essayé de chercher à travers Lausanne des magasins de deuxième main pour trouver des poussettes, des habits pour des enfants, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout dans ce qu'on fait. Mais voilà, on s'est adapté parce qu'on s'est dit, on le fait. C'est comme ça, ces familles, elles ont besoin. Et c'est vrai qu'il y a 3 familles sur Lausanne avec qui étaient venues à l'époque et avec qui on a toujours des contacts. C'est vrai que c'était une belle histoire. Mais là aussi, on a pu lever des fonds. Peut-être que je peux utiliser le terme aussi communauté, finalement. Nos donateurs ont aussi joué le jeu derrière pour nous soutenir. Parce qu'après, dans la durée, il fallait aussi que ces familles puissent avoir un soutien ou une prise en charge, du moins équivalent aux familles qui vivent en Suisse. Donc c'était une belle aventure aussi. Mais comme quoi, il faut toujours trouver, il faut s'adapter à la situation, à la situation à laquelle on vit. C'est à nouveau une pandémie, mais voilà, il faut s'adapter, il faut trouver d'autres façons de... Pendant la pandémie, on a inventé un concept. On disait aux gens, move for life, allez bouger. On n'est pas finalement si confinés que ça. Vous pouvez aller faire du sport. Et puis, on bombardait les réseaux sociaux. Les gens se lançaient un défi sportif, où c'est un peu parti dans tous les sens, mais c'était l'idée de faire parler de l'association, puis de dire qu'on était toujours là et que malgré la pandémie, il y avait toujours des enfants qui se battaient contre le cancer et que pour certaines familles, c'était encore plus compliqué parce que le prix des masques et des désinfectants qu'on utilise tout le temps avait bien sûr pris l'ascenseur. Et là, on avait aussi envoyé des colis aux familles pour essayer d'alléger un peu leur budget, on va dire masques, gants, bons d'achat dans les supermarchés, etc. Et vous avez réussi à soutenir sur la durée? Les gens étaient là pour les soins et... Alors oui, on a vu à travers ce projet, on avait réussi à récolter des fonds, puis on avait relancé en mars de chaque année. Après, on a senti que là, on l'a encore essayé cette année, mais on a vu que c'était fini, qu'il faut trouver il faut toujours trouver des nouveaux concepts, des nouvelles façons de motiver les gens à nous soutenir. Mais par contre, après 3 ans d'existence de l'association, donc en 2016 déjà, on s'est dit, mais on ne peut pas juste attendre que les gens nous soutiennent. On ne peut pas tout le temps demander des sous aux gens. Et c'est là qu'on a commencé à créer nos propres événements. Et je ne veux pas paraître prétentieuse du tout en disant ça, mais je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est toujours là 11 ans après. C'est quand on organise nos propres événements et on organise des repas de soutien, des soirées de gala, des journées de solidarité, des courses, des marches, parce que ça permet de toucher finalement un tout public. Tout le monde peut soutenir une cause. Tout le monde n'a pas forcément les moyens financiers, mais il y a des gens qui s'engagent comme bénévoles, il y en a qui vont participer à un événement. Et on sent quand même que la tendance des dons est à la baisse. Les gens ont moins la possibilité peut-être de faire simplement un don. Mais par contre, si vous leur proposez quelque chose, une activité où on a des petits goodies, on a des matériels de merchandising, voilà, du coup, ça marche encore bien. Ou nos événements, ça fonctionne aussi, les gens, ils viennent. Déjà, ça leur permet d'être aussi proches de nous, de voir qui se cache derrière Zoe for Life, parce qu'on est quand même toute une équipe, il n'y a pas que moi ou que Gaëlle qui travaille aussi pour l'association. Mais il faut toujours trouver des nouvelles façons de proposer aux gens de nous soutenir, je pense. Et c'est ce qui est, je pense, compliqué quand on gère une organisation qui, finalement, vit grâce aux dons, donc grâce à la générosité des gens. C'est là, finalement, les mêmes enjeux que de l'entrepreneuriat. Il faut être sûr de son chemin, trouver les moyens, rester à l'écoute, mais avoir la base suffisamment solide pour pouvoir justement être réactif et puis s'adapter parce que le contexte change sans arrêt. J'imagine qu'après ces récits et la bonne explication des enjeux de ce que c'est aujourd'hui être dans le soutien, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui ont envie de vous aider. Comment faire? Du coup, je vous laisse expliquer comment faire pour aider soit Zoe for Life, soit Caritas. Alors, il y a de multiples façons. Déjà, s'informer via, je dirais, principalement les sites Internet, que ce soit le site Internet Caritas Suisse, des Caritas régionales. Alors là, il y a toutes les informations, tout ce qu'on fait, avec évidemment le petit bouton pour faire un don. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a aussi le bénévolat qui est hyper important. On a vraiment besoin de bénévoles. Les Caritas régionales ont besoin de bénévoles. C'est vraiment sans ces bénévoles, on peut
y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles, beaucoup d'activités qui ne sont pas possibles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et je dirais que la Suisse est un pays de bénévoles. Il y a beaucoup, les gens s'engagent beaucoup et s'engagent assez fidèlement. Je veux dire que ce n'est pas un petit coup pendant 2 mois, c'est pendant des années. Et ça, c'est hyper précieux pour beaucoup d'actions. Alors, il faut organiser ce travail de bénévole. C'est pour ça que des fois, nous, on a besoin aussi de fonds pour cela. Donc voilà, on a les sites caritas.ch et ensuite caritas regio.ch, ça c'est toutes les caritas régionales. On mettra le lien. Voilà. Et puis pour Zoe for Life, comment est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, un peu pareil, il y a aussi le bénévolat. Ça, c'est clair que nous, les bénévoles, c'est surtout en période lorsqu'on a des événements. Sinon, le reste de l'année, c'est vrai qu'on a toujours cette action en septembre avec Septembre en Or, qui est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. D'ailleurs, Coca, vous participez en général chaque année avec les petits rubans or qu'on distribue dans des commerces. Et puis là, c'est vrai que si nos bénévoles ne vont pas dans les commerces pour proposer aux commerçants de les mettre à disposition, alors on les vend à un franc symbolique, c'est plus pour faire connaître. Mais ça, sans les bénévoles, c'est clair que ça fonctionnerait difficilement. Et puis c'est vrai que sur notre site, on avait fait une page sous contribuer avec des idées, en fait, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin d'idées. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Hein. Quand on gère une entreprise ou quand on gère une association, c'est pareil. Il faut des fonds pour faire tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres façons de le faire, finalement. Et là, c'est vrai qu'on approche aussi d'une période où les gens sont très généreux. Mais il y a ce Giving Tuesday aussi qui commence aussi à faire parler en Suisse. Et on a des entreprises qui organisent une vente de pâtisserie dans l'entreprise. Et des fois, c'est juste l'initiative d'une personne, d'un collaborateur qui lance le truc. Il faut toujours un initiant, en fait. Et après, il faut des gens qui suivent derrière, bien sûr. Et ça fonctionne bien aussi, des fois, d'organiser quelque chose de tout simple. On a une entreprise, chaque année, ils organisent une banque sur Genève. Ils organisent une journée où chaque collaborateur, il y a une équipe d'organisation qui amène des choses à manger. Et toute la journée, les collaborateurs, au lieu d'aller manger à l'extérieur ou à la cafétéria, vont manger en fait ce qu'il y a. Et chaque franc en fait récolté va pour l'association. Et ça donne aussi des idées de ce qu'on peut faire. Nous, c'est vrai qu'on a moins besoin de bénévoles sur le terrain parce que c'est plus un soutien financier. On n'a pas d'accompagnement vraiment physique des familles. Il y a d'autres organisations qui le font déjà et qui font ça très bien. Donc, on est vraiment plus dans ce soutien financier pour les familles. Et on développe là justement un projet pour les jeunes adultes. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est aussi un petit peu de garder alors, on a des donateurs très fidèles. S'ils m'écoutent, je leur fais un petit clin d'œil parce qu'on a des donateurs depuis 11 ans qui font un don permanent de 5 francs par mois. Et je trouve que c'est génial parce que 5 francs par mois, fois 12, fois je ne sais pas combien d'années, c'est incroyable. Et à la fin de chaque année, tous ces dons réguliers, 10 francs, 5 francs en fonction de ses moyens, ça fait un groupe de personnes qui est vraiment importante et sur qui on peut compter. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi chez Caritas, mais il n'y a pas de petits dons. Je pense que vraiment chaque franc compte et on peut tous faire une différence finalement. Ouais, nous, il nous arrive régulièrement de recevoir des enveloppes avec un petit mot, puis 10 francs dedans, un billet de 10 francs, disant « Je suis désolé, je ne peux pas donner plus parce que ma pension ne me permet pas de le faire, etc. » Mais c'est hyper touchant, quoi, vraiment. Donc effectivement, il n'y a pas de petits dons. Et on en a des milliers comme ça, pas qu'ils nous envoient des enveloppes avec des billets dedans, mais... Oui, c'est vrai qu'avec Internet et le digital, des fois les gens ne trouvent pas forcément tout de suite les moyens, mais c'est vrai que c'est hyper... ça donne un sourire, cette volonté acharnée de trouver le moyen d'aider, et c'est ça le plus beau finalement. Ouais, c'est vraiment touchant, quoi. Des mots, désolé, les gens j'aimerais vous donner, je sais pas, 10 000 francs, mais non, je vous donne 10 francs, quoi. C'est super. Donc pour Zoe for Life, c'est sur le site internet aussi, j'imagine. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Il y a sous-contribuer, il y a, on espère, plein d'idées. Et puis sinon, effectivement, aussi participer à nos événements, c'est aussi une façon de nous soutenir. Hein. C'est venir à nos événements, nous suivre sur les réseaux sociaux, relayer nos messages et puis participer à nos événements, venir à notre rencontre. On est toujours très touchés. C'est des journées où c'est toujours très riche en émotions parce que les gens viennent vers nous, ils partagent. Des fois, on a eu le 21 septembre justement une course et c'était vraiment, vraiment émouvant de voir cette maman qui s'est engagée comme bénévole. Et en plus, son fils courait, alors qu'il y a 6 mois en arrière, il était encore en traitement contre un cancer. Et aujourd'hui, elle est bénévole et son fils était inscrit pour courir à la course. Enfin, c'était des moments vraiment, vraiment forts. Donc, et aussi de voir que finalement, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du cancer de l'enfant,
mais qui sont là et qui viennent chaque année à notre événement pour soutenir justement ces familles. Et ça, c'est des beaux messages. Et j'aime croire que voilà, dans ce monde, on a encore vraiment des gens généreux, solidaires. Et j'espère que cette fin d'année le démontrera en Suisse, parce que je sais que c'est des périodes qui sont importantes. Et voilà, il y a plein de gens qui ont besoin de cette solidarité. On va rester sur cette note d'espoir. Pascal, peut-être juste avant, on est obligé de le dire, hein, désolé pour ta boîte mail. D'ailleurs, c'est peut-être pas la seule manière de le faire. J'ai monté une association il y a quelques années. J'aimerais voir si c'est possible de faire un partenariat avec Coca. Comment je m'y prends? Alors, il y a plein de manières. C'est assez simple. Il y a la possibilité de nous contacter directement au travers du site, où on peut écrire simplement à loutre@coca.ch avec la demande. Et puis, bien sûr que ce sera traité par nos équipes. Et puis, il y a aussi les gens qui appellent. Donc, on a aussi des gens qui appellent, qui demandent des infos et qui me demandent des fois même, je ne suis pas souvent disponible immédiatement, mais je rappelle si c'est nécessaire, si la personne n'envoie pas de mail. Et puis on a aussi des gens qui nous écrivent des courriers. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est effectivement très dans le digital. Donc souvent, j'ai un délai de le temps que je relève le courrier. J'y pense une fois par mois quand même. Donc des fois, il peut y avoir un léger délai. Mais je privilégierais plutôt nous envoyer un email. C'est la meilleure façon pour être le plus efficace possible. Ça peut être de plein de natures différentes. C'est vrai qu'il y a il y a les actions que les gens connaissent sur notre site, mais des fois, on donne un coup de main aussi en termes de communication, en termes de positionnement, en termes de coup de main pour aller réseauter à droite à gauche. Donc, il n'y a pas que le financier finalement qui nous permet d'être là où les associations et les fondations en ont besoin. Donc, il ne faut pas hésiter, quoi. Merci infiniment pour tous ces échanges. On a une petite tradition en fin de podcast pour cette nouvelle saison, c'est qu'on vous pose à chacun d'entre vous une question qu'un des intervenants ou intervenantes de l'édition précédente vous a réservée. Et puis, vous, après l'enregistrement de ce podcast, vous pourrez préparer une question chacune pour les intervenants de l'épisode précédent. Comme ça, l'épisode suivant. J'ai dit quoi? De l'épisode précédent. L'épisode précédent. Oui, on remonte dans le temps. C'est un truc hyper utile. Alors, dans les 3 questions qu'on a, j'ai une question pour Fabrice. Si tu devais faire une chose différemment dans ton job, ce serait quoi? C'est un souhait très concret. Actuellement, je me bats pas, mais je suis très impliqué dans les questions de traduction. Déjà dans le pays, on parle 4 langues. Nous, on travaille dans 20 pays où on travaille dans différentes langues, encore différentes langues. Les outils numériques de traduction sont de plus en plus performants, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, en tout cas, dans la traduction simultanée, orale et tout ça, un coup de baguette magique d'avoir l'outil fabuleux, je sais pas, Elon et autres, fournis-nous un truc. Ça va quelque chose. Voilà, c'est mon rêve. Actuellement, ce serait mon rêve d'avoir l'outil fabuleux qui simplifie, puis qui fait qu'on parle dans toutes ces différentes langues instantanément, mais on parle bien. C'est laquelle la plus dure, c'est l'allemand ou c'est Non, pas vraiment. Alors, pas vraiment. Non. Voilà, tous ces outils sont surtout entraînés sur les langues les plus parlées internationalement. Et puis, c'est sur d'autres langues que c'est plus difficile. Ouais. Et puis, une question pour Nathalie. Ton plus gros challenge personnel? Alors, ça a été déjà d'apprendre à parler de mon vécu et puis de parler devant les gens de mon histoire. Et c'est vrai que l'année passée, en septembre, il y a un événement d'une grande solidarité aussi qui a eu lieu à Genève. Ça s'appelle Genève pour le bien commun. C'est la nuit du bien commun. Ça se passe en France. Et c'est un bel exemple aussi de solidarité qui prend forme. Ça se passe au Théâtre du Léman. Et puis, les sociétés, surtout des grosses sociétés, viennent pour vraiment donner. Donc, c'est assez incroyable à vivre. D'ailleurs, si Caritas n'a jamais sélectionné, il faut postuler parce que c'est assez incroyable. Donc, il faut aussi un projet bien précis. Et puis après, on se prépare, on a des coachs qui nous aident parce qu'on a 3 minutes sur scène devant 900 personnes pour convaincre. Et en fait, en 3 minutes, j'ai proposé un soutien financier aux familles pour que ce soit bien clair combien de familles. Donc, j'ai dit, on a besoin de 100 000 francs pour 100 familles, en gros, pour l'année prochaine. Mais évidemment, j'ai parlé de mon vécu personnel et ça, j'avoue que devant 900 personnes, dans une salle qui était vraiment remplie et avec ce challenge de timing qui est super serré, parce que j'ai l'habitude de parler très brièvement de ce qu'on fait à l'association,
Mais quand même, là, c'était vraiment, il y avait la pression, il y avait vraiment un temps limité. Et ça, c'était un gros challenge parce qu'en plus, je suis passée la première. Il y avait 8 autres associations derrière. Et en fait, après, vous êtes sur scène, vous attendez, puis les pancartes se lèvent, puis les gens misent. Alors, c'est un moment incroyable à vivre. Mais en fait, j'étais là, debout, je ne savais pas trop quoi faire, comment me tenir, quoi dire, parce que c'était juste incroyable. Et puis, c'est tellement émouvant. Et puis, les autres associations ont eu énormément de succès aussi. Mais pour chacun d'entre nous, on s'est tous dit la même chose. On s'est dit, c'est juste incroyable, parce qu'en fait, on répète tellement notre pitch pour les 3 minutes. Mais en fait, on ne pense pas du tout à après, quand on est là, debout sur scène, à attendre, et puis le temps que tout le monde lève les... Donc, c'était un gros challenge, parce que c'était vraiment un moment assez stressant. Mais une très belle expérience. Bon, un beau geste. En tout cas, le challenge du podcast, il est brillamment relevé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est très bien débrouillé. Pascal, la question pour toi, ce sera 3 idées pour les prochains podcasts. Du coup, est-ce que tu as 3 idées 3 idées pour les prochains podcasts. Je vais noter. Je pense que il y en a une qui peut venir, qui peut être assez en ligne avec ce que nous on aime bien, Bertrand et moi, et vous aussi, j'en suis sûr, c'est l'humour. Je pense que là, il y a un sujet hyper sympa à faire. Un autre sujet qui peut être lié aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs innovants, enfin en tout cas autour de ce sujet-là, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis peut-être que le 3e sujet, il pourrait être lié autour de l'art ou bien à voir. Enfin, je pense que ça pourrait être un sujet, j'improvise complètement, mais autour de l'art, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donner des news sur une certaine toile de Picasso, par exemple. Bon, c'est passé. En tout cas, si c'est les 3 sujets de nos prochains podcasts, ce sera bien évidemment une coïncidence immense, bien évidemment. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir vous rencontrer à nouveau, échanger avec vous et puis faire partager en fait votre activité, votre réalité à notre communauté. Alors, encore une fois, merci pour ce que vous faites au quotidien et puis pour ce dévouement et puis aussi cette professionnalisation pour certaines fois de l'action. On se retrouve, quant à nous, pour un nouvel épisode de En Vrai tout bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à partager, réagir, commenter. Et puis, bien évidemment, si le cœur vous en dit, participez et investir dans ces associations et ces fondations qui méritent tout votre temps et votre dévouement. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Et puis, à une prochaine. Tchuss l'équipe.